Bonjour chers amis, Hervé Chezeville à l'antenne. Je suis heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour Panorama Info. Voici un peu plus d'un an, l'Arménie et l'Artsakh, c'est-à-dire le Haut-Karabakh, ont dû faire face, seuls, à une guerre brève, mais très violente et très meurtrière, imposée par leurs voisins, l'Azerbaïdjan. Lequel pays est dirigé d'une main de fer par un dictateur corrompu, fils de son père, le premier dictateur du pays, ancien officier du KGB et apparatchik du Parti communiste de l'Union soviétique. Cette guerre inégale dura 44 jours. 44 jours de fer et de feu, de destruction et de mort. Le tout infligé depuis le ciel par des drones invisibles, obligeamment fournis par la Turquie et par Israël. Aucune nation, aucun pays démocratique n'est venu au secours des Arméniens. Même pas la Russie, malgré la présence d'une importante base militaire russe en territoire arménien. L'Union européenne, les États-Unis et l'OTAN n'ont pas bougé. Ils ont conservé une position de neutralité, alors que personne ne pouvait décemment douter que l'Azerbaïdjan était bel et bien l'agresseur. La Turquie est membre de l'OTAN et elle est censée être une alliée des États-Unis et de l'Occident. Elle aspire, comme chacun sait, même si personne n'y croit plus, à adhérer à l'Union européenne. De plus, la Turquie dispose d'un énorme moyen de pression sur ses voisins européens. Plusieurs millions de migrants et de réfugiés, syriens, irakiens, afghans et autres, séjournent sur son territoire. Régulièrement, le président turc Recep Tayyip Erdogan laisse planer la menace de laisser passer tous ces gens qui rêvent d'Europe, de les laisser affluer vers la Grèce, vers la Bulgarie et donc vers l'Union européenne. La Turquie reçoit d'ailleurs des sommes faramineuses de la part de l'Union européenne pour qu'elle accepte de garder ses migrants et ses réfugiés chez elle. De plus, des millions de citoyens turcs vivent en Europe occidentale, principalement en Allemagne, mais aussi en France. De quoi faire réfléchir les dirigeants européens. Ils savent qu'ils ne doivent pas aller trop loin dans leur critique du régime Erdogan, que ce soit pour ses graves atteintes aux droits de l'homme et à la démocratie, pour sa politique d'occupation et de colonisation du nord de Chypre, pays pourtant membre de l'Union européenne, ou pour son soutien à l'Azerbaïdjan d'Ilham Aliyev. Erdogan rêve de restaurer la gloire depuis longtemps passée de l'Empire ottoman et de constituer un axe turcique qui irait de l'Albanie et du Kosovo jusqu'aux confins de la Chine, englobant toutes les nations turcophones. Face à l'Azerbaïdjan, face à la menace turque, les 3 millions d'Arméniens et les quelques centaines de milliers d'Artsakiotes se sont retrouvés bien seuls, et leur courage, leur vaillance, leur sacrifice n'ont pas suffi à stopper l'offensive azerbaïdjanaise. Au 44e jour, Vladimir Poutine a enfin réussi à imposer la signature d'un accord de cessez-le-feu. L'Arménie acculée a été contrainte d'accepter des conditions humiliantes, telles qu'une cession de territoire qui, s'il faisait bel et bien partie de l'Azerbaïdjan du point de vue du droit international, était peuplé d'Arméniens depuis des millénaires, bien avant qu'un pays nommé Azerbaïdjan n'existe.
Malgré ce manque flagrant de sollicitude et de solidarité envers l'Arménie, lorsque ce pays était dans une situation désespérée, l'Arménie, donc, semble être devenue une destination à la mode depuis quelque temps, en particulier parmi les personnalités qui aspirent à diriger la France. Ces jours derniers, un candidat s'y est rendu, accompagné d'un ancien politicien de premier plan qui, depuis son retrait de la vie politique, s'occupe avec brio, il faut le reconnaître, de parcs de loisirs à thème historique qu'il a lui-même créé et qui, semble-t-il, connaît, ce parc de loisirs, un grand succès, tant en France qu'à l'étranger. Je veux parler du Puy du Fou. Je ne l'ai jamais visité, mais j'avoue avoir davantage de sympathie pour un lieu où l'on tente de faire aimer l'histoire aux visiteurs, même si cette histoire doit probablement se résumer à une belle collection d'images d'Épinal, que pour des parcs de loisirs véhiculant une culture et des valeurs directement importées d'outre-Atlantique. Entre Vercingétorix, Saint-Louis et Jeanne d'Arc, d'une part, et Mickey Mouse et Donald Duck, d'autre part, je choisirai toujours les premiers. D'autant que l'on retrouve cette souris, ce canard et leurs amis dans de multiples parcs de loisirs aux États-Unis et aux quatre coins du monde. Pour en revenir au tourisme politique en Arménie, on annonce également la visite d'une candidate de premier plan. Son voyage dans ce pays ne sera certainement pas le dernier qu'effectuera un candidat à l'élection présidentielle française. La prochaine venue en Arménie du président sortant et probable candidat est d'ailleurs évoquée avec insistance. Pour ma part, je me réjouis de ces visites, même si elles ne sont certainement pas uniquement motivées par l'amour de l'Arménie et des Arméniens. Pourquoi est-ce que je m'en réjouis? Tout simplement parce qu'elles permettent de mettre un peu l'Arménie et par extension l'Artsakh sous les feux des projecteurs de nos grands médias. Car depuis la signature du cessez-le-feu qui arrêta les combats le 9 novembre 2020, nos grands médias évoquent rarement cette partie du Caucase, à l'exception notable, il faut le souligner, du journal Le Figaro. Certes, j'aurais davantage apprécié une visite présidentielle en Arménie en octobre de l'année dernière, lorsque l'Arménie faisait face à l'agression de l'Azerbaïdjan. En son temps, François Mitterrand n'avait pas hésité à se rendre à Sarajevo, alors que la ville était assiégée. Autre temps et autre tempérament, sans doute. Pour ma part, en ce mois de décembre, je me remémore ma propre visite effectuée il y a tout juste un an en Arménie et en Artsakh. Moi qui ai consacré une grande partie de ma vie à des pays d'Asie et d'Afrique, rien ne me prédestinait à me rendre dans le Caucase. Et pourtant, j'y suis allé. En septembre 2020, mon dernier livre était publié. Il s'agit de Nouveau prêche dans le désert. Ce livre contient un chapitre dans lequel j'évoquais le droit du peuple de l'Artsakh à disposer de lui-même. J'y affirmais que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes devait toujours prévaloir, même lorsqu'il contredisait le droit international, en particulier le sacro-saint principe de l'intangibilité des frontières. Le cas de l'Artsakh est tout à fait emblématique. Nous avons là un petit territoire montagneux dont la population est essentiellement arménienne, et ce, depuis des millénaires. Cette contrée peut même être considérée comme le berceau de l'Arménie historique, en particulier de sa culture et de sa foi chrétienne. On ne répétera jamais assez que le royaume d'Arménie fut le premier pays au monde à adopter le christianisme comme religion d'État en l'an 301. Or, l'un de ses plus ardents prosélytes, Saint
Mesrop Mashtots, moine, lettré, linguiste, missionnaire chrétien, traducteur de la Bible, théologien, saint de l'Église apostolique arménienne et de l'Église catholique arménienne, et surtout génial inventeur de l'alphabet arménien, qui vécut de 362 à 440, a œuvré pendant de nombreuses années dans le territoire qui forme aujourd'hui l'Artsakh, sur lequel il a fondé plusieurs monastères. Ceux qui nient le caractère arménien et les racines arméniennes de l'Artsakh pourraient tout autant nier le passé français et l'appartenance à la France de Reims et de la Champagne. Pour son malheur, l'Arménie fut plusieurs fois, durant sa longue histoire, vassalisée par ses puissants voisins ou par des conquérants nouveaux venus dans la région, ou encore partagée, comme la Pologne, entre les puissants empires qui l'entouraient. L'actuelle République d'Arménie n'est qu'un petit fragment de ce que fut jadis le royaume d'Arménie. La plus grande partie de son territoire historique se trouve de nos jours en Turquie. C'est ce que l'on appelle l'Arménie occidentale. Le mont Ararat, appelé Massis, tant en arménien qu'en grec et en hébreu, là où l'arche de Noé, selon la tradition, se serait échouée, est la montagne sacrée des Arméniens. On en trouve des représentations dans tous les foyers arméniens, tant en Arménie que dans la diaspora. Par beau temps, on peut contempler l'imposante silhouette de ce volcan depuis Erevan, la capitale de l'Arménie. On peut même voir scintiller au soleil la neige qui recouvre son sommet, lequel culmine à 5137 mètres d'altitude. Or, cette montagne se trouve en territoire turc. Peut-on imaginer ce que peuvent ressentir les Arméniens lorsqu'ils aperçoivent cette montagne qui leur paraît si proche et qui, pour eux, est tout aussi inaccessible que si elle se trouvait sur la Lune? L'une des anciennes capitales de l'Arménie historique, Ani, surnommée la ville aux 1001 églises, site classé au patrimoine universel de l'UNESCO, est située sur la rive turque de la rivière Akourian, qui délimite la frontière entre la Turquie et l'Arménie actuelle. Ce site recèle de nombreuses églises en ruine, édifiées au Xe et XIe siècle. Depuis le génocide perpétré par le régime jeune turc en 1915, il n'y a plus d'Arméniens vivant dans la région d'Ani. Et le site, qui attire de nombreux touristes venus du monde entier, est présenté par les prospectus touristiques turcs comme faisant partie du patrimoine historique et architectural de la Turquie. Peut-on imaginer la douleur et l'amertume des Arméniens qui, depuis la rive arménienne de la rivière Akourian, aperçoivent sans doute quelques dômes pointus des vénérables églises d'Ani, alors qu'il leur est impossible de s'y rendre, puisque la Turquie a hermétiquement fermé sa frontière avec l'Arménie depuis la fin de l'Union soviétique. Ce sont ces mêmes vicissitudes historiques qui ont placé de manière absurde l'Artsakh arménien en territoire azerbaïdjanais. Les communistes ont rencontré de grandes difficultés lorsqu'ils ont voulu réimposer l'hégémonie russe sur le Caucase après la révolution bolchevique de 1917. Ils ont commencé par s'emparer du pouvoir à Bakou, capitale d'un pays qui n'existait pas encore et qu'ils ont nommé Azerbaïdjan. Puis, ils prirent le contrôle de l'Arménie, aidés en cela par les communistes arméniens. C'est ainsi que la première République d'Arménie perdit sa fragile indépendance et finit par devenir une république socialiste soviétique, comme ses voisins, la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Le Géorgien Staline, en pleine ascension politique, grâce à la maladie, puis la mort de Lénine, appliqua le vieil adage romain « diviser pour régner », afin de consolider le pouvoir soviétique sur des peuples souvent réfractaires au nouvel ordre imposé depuis Moscou. C'est ainsi qu'il redessina les frontières
et plaça l'Artsakh, le Haut-Karabakh, en République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, tout en prenant le soin de le couper complètement de l'Arménie, en réduisant son territoire afin de le transformer en enclave. C'est ainsi que l'Artsakh, rebaptisé Nagorno-Karabakh, finit par devenir un territoire soi-disant autonome au milieu de l'Azerbaïdjan. On peut imaginer ce que pouvait signifier le terme autonomie pour Staline et pour les apparatchiks soviétiques. Aussi longtemps que dura l'Union soviétique, les Arméniens de l'Artsakh eurent à subir une double oppression. Une oppression politique, similaire à celle qu'eurent à subir tous les peuples de l'URSS, mais aussi une oppression culturelle et une colonisation de peuplement azéri. C'est la perestroïka qui permit au peuple de l'Artsakh d'apercevoir enfin le bout du tunnel. Le 20 février 1988, l'oblast autonome du Nagorno-Karabakh s'autoproclama République socialiste soviétique à part entière, s'émancipant ainsi de la tutelle de Bakou et se plaçant sur un pied d'égalité avec l'Azerbaïdjan et avec l'Arménie, malgré les protestations des autorités communistes azerbaïdjanaises auprès de Mikhaïl Gorbatchev. Les représailles azéries eurent lieu en 1990 lorsque de véritables pogroms anti-arméniens firent des centaines, voire des milliers de victimes à Bakou et dans d'autres villes d'Azerbaïdjan. C'est le 10 décembre 1991, 2 semaines avant la dissolution de l'Union soviétique, que le peuple de l'Artsakh opta à une écrasante majorité lors d'un référendum pour l'indépendance du territoire. Cela fait tout juste 30 ans. Une première guerre permit à l'Artsakh, avec l'appui de volontaires venus d'Arménie, de confirmer cette indépendance et de contrôler sur une zone plus vaste que ne l'était l'ancien oblast soviétique les territoires qui étaient autrefois donc l'Artsakh historique. Et cela permit d'établir une continuité territoriale avec l'Arménie. Malheureusement, ce succès n'a jamais été ratifié par un traité de paix avec l'Azerbaïdjan. Et un état de conflit larvé, émaillé d'affrontements militaires sanglants, ponctuels, perdura jusqu'en septembre 2020. Durant le quart de siècle qui s'était écoulé depuis la guerre d'indépendance, le pouvoir autoritaire de Bakou avait eu tout le temps d'inculquer à son peuple le désir de revanche et la haine de l'Arménie et des Arméniens, présentés comme des ennemis héréditaires. Il avait également eu le temps, grâce à ses énormes revenus pétroliers, d'acquérir un armement moderne et sophistiqué. De son côté, l'Arménie, lorsqu'elle était en position de force, n'a pas su, ou pas voulu, s'engager dans de véritables négociations en vue d'un accord avec l'Azerbaïdjan. La guerre de 44 jours, menée par le régime Aliyev à l'automne 2020, a fait perdre à l'Arménie et à l'Artsakh tous les acquis de la guerre de libération du début des années 90. Et elle a mis à mal l'édification et le développement de l'État artsakiote, car ce territoire, en un quart de siècle, avait connu un réel développement. Et surtout, elle a plongé dans le désespoir tout un peuple. Durant mon séjour en Artsakh, j'ai découvert des gens merveilleux, courageux et déterminés à faire face à l'adversité, à reconstruire ce qui reste de leur petit pays, dont une grande partie est désormais occupée par l'armée azerbaïdjanaise. Ils sont bien résolus à s'accrocher à cette terre montagneuse, parsemée de vénérables églises et monastères millénaires, qui témoignent tous de la présence de ce peuple depuis la nuit des temps. Pourquoi devraient-ils, au nom du respect de frontières dessinées par Joseph Staline, abandonner leurs terres, leurs maisons, leurs églises, leurs cimetières? C'est cette détermination à résister que j'ai le plus admirée durant mon séjour. C'est aussi cette incroyable résilience qui me pousse, depuis mon retour de l'Artsakh, à défendre
le droit imprescriptible des Artsakhiot à disposer d'eux-mêmes sur leur territoire ancestral et à défendre aussi la mémoire des victimes du génocide perpétré voici un peu plus d'un siècle par les dirigeants jeunes turcs contre les Arméniens. Car il ne faut pas s'y tromper. Ce qui se passe depuis l'année dernière dans cette partie du Caucase, ce qui se passe quasi quotidiennement sur la frontière, la nouvelle frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ce n'est qu'une étape supplémentaire dans un processus éradicateur entamé depuis la fin du 19e siècle. L'Arménie et l'Artsar constituent en effet les pièces d'un puzzle qui font obstacle au rêve néo-ottoman du néo-sultan d'Ankara. Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas caché de vouloir achever le travail entrepris par ses aïeux. J'espère seulement que l'intérêt des politiciens français pour l'Arménie ne s'achèvera pas avec le deuxième tour de l'élection présidentielle et que, après cette élection présidentielle, la France se souviendra encore de l'Arménie et qu'elle aura, avec ses voisins européens, et qu'elle saura, avec ses voisins européens, affirmer sa solidarité envers cette nation du Caucase qui a toujours regardé vers l'Europe. Je vous remercie, chers amis auditeurs et auditrices, et je vous dis à la semaine prochaine.